Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être aussi nombreux. Merci beaucoup d'avoir bravé les consignes sanitaires, d'avoir revêtu vos masques et d'être venus pour assister à cette rencontre. Une rencontre où on a la chance de recevoir l'un des plus grands auteurs de bande dessinée contemporain. Bonjour Anne Kivian. Bonjour. On est à 1 mètre à peu près. Voilà, à peu près. Si vous voulez, voyez qu'on se rapproche, vous le dites évidemment. Je disais l'un des plus grands auteurs de bande dessinée contemporain, Grand Prix d'Angoulême en 1987. Vous aviez à peine 35 ans, je crois, à l'époque. À peine, oui. Vous étiez, je crois, le plus jeune lauréat déjà à l'époque. J'ai été assez rapidement battu par Villemin, je crois, 1 ou 2 ans après. Auteur de bande dessinée, évidemment, pour ceux qui l'ont lu, la trilogie Nicopole, la tétralogie du monstre, Partie de chasse, Les phalanges de l'ordre noir, ou encore la série Bug, dont le deuxième volume m'a paru l'an dernier et qui sera bientôt adapté à la télévision. Vous n'êtes pas simplement auteur de bande dessinée, réalisateur également de 3 longs métrages, Bunker Palace Hotel, Tycho Moon, Immortel ad vitam, peintre, dessinateur, illustrateur, metteur en scène. Vous avez fait à peu près tout ce que vous pouvez faire dans le travail de créateur, sauf jusque-là le fait de créer de la littérature. C'est un livre que vous avez fait paraître en juin, Nu avec Picasso, c'est dans la collection Manu au musée chez Stock. Alors on va en parler, ça c'est pas exactement un livre, un roman ou un récit tout à fait traditionnel. Il y a eu un moment où le dessin s'est immiscé dans cette écriture. Mais peut-être avant de parler justement de cet alliage entre le dessin et le texte, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter l'idée de participer à cette collection? On rappelle, Manu au musée, c'est une collection où on invite des écrivains à passer une nuit dans un musée. Alors vous rentrez dans les pas de Kamel Daoud, de Lydie Salver, de Santiago Amigorena, de Léonore Dericondo. Pourquoi est-ce que vous avez accepté cette proposition? Parce que d'abord, le musée c'est un lieu qui est à la fois excitant et qui est important pour moi, parce que c'est une proposition qui venait d'Alina Gourdiel, qui a eu cette idée de collection chez Stock, et qui m'a parlé de Picasso. Bon, musée Picasso, je ne suis pas forcément un inconditionnel complet, total de Picasso, mais j'ai une profonde et énorme admiration pour lui, évidemment, sa trajectoire est absolument unique, évidemment. Et puis, bon, simplement cette espèce de possibilité de s'affronter à l'écrit. Et il était dans mon esprit tout à fait évident que je ne ferais qu'écrire. Peu de temps après, en discutant avec Alina, elle a commencé à me dire « mais c'est peut-être bien d'envisager quelques dessins ». Alors j'ai dit « oui, d'accord, je vois la stratégie éditoriale, voilà, pour avoir quelques dessins en plus et pour faire du chiffre ». Mais non, elle avait tout à fait raison, parce que finalement, la compacité que j'imaginais dans l'écriture avait peut-être besoin de ces respirations dynamiques en même temps qu'amène le dessin. Et puis bon, il était évident d'imaginer du dessin au trait, assez simple, qui rejoindrait quelque part dans sa famille le travail de Picasso lui-même, qu'il a beaucoup pratiqué. Donc voilà, c'était une évidence au bout d'un moment, et puis donc la nuit est arrivée, il a fallu la passer cette nuit. Elle était confortable cette nuit? Alors non, pas confortable, mais c'était bien justement. Il y avait un lit de camp quand même, un lit de camp. J'aimais l'idée aussi que sur ce lit de camp soient passés d'autres écrivains avant moi, donc j'étais pas le premier. Il y avait eu d'abord Kamel Daoud, Lydie Salver ensuite Christophe Onodibiou et Adel Abdessemed. C'était moi ensuite. Là, je pense que c'est l'une des rares choses qui se soit imprimée assez rapidement lorsque je suis arrivé dans le lieu. Je me suis dit, ça, je vais m'en servir de ce lit de camp. Et je voyais le mur qui était à côté, qui est un mur absolument parfait, puisque le musée est magnifique, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et je me suis dit, ah, là, sur ce mur, il faut qu'il y ait des bâtonnets grattés, des gens ont passé des nuits, ont été emprisonnés, ont souffert sur ce lit de camp. Voilà, ça c'était la seule chose qui était comme une évidence dans le début de cette nuit. Ensuite, la nuit, évidemment, je n'ai pas dormi. Personne ne dort. J'ai regretté de ne pas apporter une bouteille de vin rouge, parce qu'il y avait un plateau repas. C'était pas mauvais, mais il y avait de l'eau banale. Bouteille d'eau en plastique. En plastique. Mais voilà, voilà, la nuit, en fait, il n'y a pas grand-chose à en dire, sinon que j'ai essayé de faire semblant d'essayer de dormir, mais ça ne servait à rien. Donc, c'était pas le moment, ni le lieu, évidemment. Donc, très vite, j'ai
j'ai parcouru les salles, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. Il y avait un aspect très pédagogique qui était dû au fait que Guernica était au cœur de l'exposition, c'était même le thème, la thématique, et puis c'est un sujet absolument énorme, comme aux dimensions de la toile elle-même, qui n'était pas là en réel, on le sait forcément, elle ne peut pas voyager, on ne peut pas la faire voyager, donc il y avait ce côté très fortement marqué par une période historique très forte du XXe siècle, évidemment, ces années 30-40. Guernica 1937, oui. Voilà. Donc la montée du nazisme, les raisons du bombardement de Guernica par les fascistes italiens et Mussolini, Hitler et Franco réunis, le début de cette terrible période. Donc voilà, c'était très dense. C'était très dense. Et puis j'ai découvert aussi un dessin que je ne connaissais pas, qui était le meurtre. Bon. Le meurtre de Marat par Charlotte Corday. Un dessin d'une violence, d'une fulgurance, d'une abstraction presque totale, avec un couteau gigantesque, un bras méconnaissable, une tête de Charlotte Corday effrayante, puis Marat victime pitoyable. Donc tout ça, ce dessin m'a marqué. Je suis revenu 2 ou 3 fois sur ce dessin, sans savoir qu'il aurait aussi une grande place. Et puis je suis parti vers 5 h du matin, tranquillement, dans les rues de Paris. Et je dois dire que le lendemain, j'avais oublié. Et puis, lorsqu'il a fallu se remettre à écrire, c'est une fulgurance. Là, j'ai été embarqué moi-même. Et là, le livre s'est construit avec énormément de fluidité, par jet, avec cette idée qu'il ne fallait surtout pas que j'aille regarder ce qu'a réellement fait et comment a vécu Picasso. C'est votre Picasso qui apparaît, c'est la façon dont vous le voyez et le percevez en tout cas. C'était ça l'idée, parce que c'était pas de raconter Picasso, ça me permettait d'être un peu irrévérencieux, ça me permettait de... Et puis ça m'a permis cette liberté d'associer des choses, comme par exemple, je reviens à cette idée de l'assassinat de Marat, du meurtre de Marat par Charlotte Corday. Ce couteau qui, j'imaginais par rapport aux proportions dans le dessin, j'ai mis 70 cm de long, mais il fait peut-être même 80 ou 90. Donc ce couteau de 70 cm est long. Donc c'est long pour un couteau, c'est terrible. Dans cette période où on use beaucoup des couteaux dans les rues du monde entier, hein, comme ça, pour rien. Et donc ce long couteau, mais je me dis, mais la nuit des longs couteaux, c'est pas si loin que ça. Et c'est comme ça que ça s'est fabriqué. Et c'est comme ça que finalement, j'en arrive à ce que la conscience politique, d'engagement politique de Picasso prenne corps avec la nuit des longs couteaux et du long couteau de Charlotte Corday qu'il a dessiné, ce qui est absurde. Et en même temps, ça fonctionne, puisque c'est la bonne période et que finalement, la nuit des longs couteaux va amener au bombardement de Guernica. C'est des fulgurances qui apparaissent un peu et qui se mélangent un peu comme dans un rêve. Alors, vous nous faites un peu le récit ici de comment cette nuit s'est passée réellement. C'est pas du tout comme ça que vous la racontez, évidemment, dans le livre. Dans le livre, tout cela est transfiguré. Je vais juste lire la première page du livre. La main que je ne vois pas et qui me saisit par le col alors qu'il n'y a pas âme qui vive à 50 mètres à la ronde me propulse à travers le portail grand ouvert du musée Pépé. Pépé comme Pablo Picasso, mais aussi peut-être avec d'autres significations qui arrivent. Je parlais de rêve, ça commence presque plutôt comme un cauchemar, cette nuit. Est-ce que la nuit, c'est aussi le moment du cauchemar ? Bah oui, la nuit, il y a des cauchemars qui se font en plein jour, éveillés, dans des circonstances terribles, notamment celle de Guernica. Je pense que les gens de Guernica ont vécu un cauchemar de jour. Je ne sais pas si c'était pas un bombardement de nuit. Mais la nuit, forcément, c'est un lieu de repli, c'est un lieu de confinement, un terme qu'on commence à connaître. Et pour un artiste, la création en elle-même, c'est un confinement, et donc c'est un moment, c'est un dedans. Alors, on va parler du dehors et du dedans, mais c'est quelque chose de très intime, donc c'est forcément quelque chose de fermé. Donc on peut penser aussi que la création, c'est aussi un peu dans le cauchemar, c'est une part du cauchemar, là, de cet enfermement, de cette... Donc tout ça, évidemment, quand on dit oui à un projet comme ça, avec l'idée qu'effectivement c'est une carte blanche,
donc on est libre. Il est évident qu'on n'est pas surpris tout d'un coup de se dire, bah oui, le cauchemar va avoir sa place, et va même avoir sa place délicieuse. C'est un plaisir de le faire exister, et il y a quelque chose de cauchemardesque dans ma nuit. Il y a quelques années, vous aviez publié un album, c'était chez Futuropolis, qui s'appelait Les fantômes du Louvre. On va venir à croire que chez vous, tous les musées sont hantés. C'est vraiment pas prémédité, mais ils le sont, je pense. Pas au sens où on imagine des fantômes, même le titre des fantômes du Louvre, c'est un titre de travail, mais qui est resté en fait. C'est Henri de Loirette qui me disait, je voudrais que vous fassiez quelque chose aussi, carte blanche, pareil, pour le Louvre. Il y avait une très belle collection chez Futuropolis, hein, d'auteurs de bande dessinée qui faisaient un travail sur le Louvre et qui s'impliquaient dans une carte blanche qui racontait, chacun à sa façon, une aventure ou une histoire sur le Louvre. Et donc moi j'ai accepté, mais en disant, voilà, j'imagine, je ne veux pas faire de bande dessinée, je veux pas faire... j'ai envie de faire des peintures, de rajouter des éléments, des visages sur des peintures existantes qui sont dans le Louvre, etc., un peu comme des fantômes. Et c'est Henri de Loirette qui dit, mais ce sont des fantômes du Louvre. Je dis, bah, très bien, voilà. Et c'est resté. Mais il n'y a aucune notion d'idée de paranormal et tout, c'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Non, mais on sent qu'en tout cas, plutôt alors hantés n'est peut-être pas le bon mot. En tout cas, ils sont habités par les artistes et leurs œuvres. Que les artistes sont toujours là. Ici, les artistes d'ailleurs, on est dans le musée Picasso, mais là aussi, comme dans le Louvre d'ailleurs, vous les conjuguez au pluriel. Picasso n'est pas seul à habiter ce musée Picasso, vous rappelez Picasso, mais aussi Goya et Dora Maar. Pourquoi est-ce qu'il est important que finalement il y ait une trinité, que justement que Picasso ne soit pas le seul personnage de ce ouvrage? Trinité, j'étais le quatrième larron quand même, donc on est quatre. Oui, tout à fait. Et il y a quelques bêtes, quelques animaux. Oui, bien sûr. Qui sont, voilà. Alors, en fait, vous avez bien fait de dire plutôt habité, hein, c'est plutôt ça. Ce sont des. En fait, je voulais qu'il y ait. D'abord, puisque c'est Guernica, hein, c'était la thématique, donc moi j'ai passé une nuit dans le musée Picasso Guernica, donc sous le film de Guernica. Je trouvais absolument normal que Dora Maar y soit. Dora Maar a énormément participé à cette création. En plus, c'est une artiste que j'admire, je trouve qu'elle n'est pas reconnue à sa juste valeur, hein, donc je pense effacée par Picasso lui-même. Elle a fait un super portrait de lui d'ailleurs. Hein, c'est plus vrai que du Picasso. Et donc, sa place était là, évidemment. Et puis, tout naturellement, je voulais qu'il y ait un... Peut-être parce que je n'étais pas un pro-Picasso à 100%, je voulais qu'il y ait un regard un peu pervers dans cette histoire. Quelqu'un qui regarde de loin. Et ce regard pervers, c'est Goya, parce que Goya, je l'admire à fond et profondément. Et je me suis dit, voilà, cette entité va être là aussi, parce que finalement, les deux ont fait preuve un peu d'engagement à ce moment-là, au moment de certaines de leurs œuvres. Picasso avec Guernica, Goya était obsédé par Napoléon, par les guerres, de la même manière, donc on se retrouve tous un peu sur le même terrain, et c'est aussi mon terrain. Sommeil du monstre, effectivement, c'est la guerre, l'éclatement de la Yougoslavie, et c'est cette même violence. Picasso, Goya et moi, on parle des mêmes sujets. Et on parle aussi du sujet principal qui est l'humain. Donc voilà, donc on est là comme ça, et il fallait que ce ne soit pas réaliste. Il ne fallait pas que ce soit réaliste. Donc tout de suite, je nous débarrasse tous de tout vêtement, de tout artifice, de toute anecdote. On est tous à poil, nus, aussi finalement, et à ce moment-là, au moment où j'écris, nous sommes nus, ben, on est nus parce qu'on est face à la création. Donc c'est des choses qui s'enchaînent de manière extrêmement simple. C'est pas prétentieux de dire ça aussi, d'être nu face à la création, ça peut paraître pompeux, non, pas du tout, c'est réellement ça. Et cette nudité va finalement finir par donner un lien aussi à cette aventure nocturne, parce que finalement, moi, à partir du moment où je décide que je suis nu, finalement, il est tout naturel que le meurtre de Charlotte Corday, que je me dis, mais tout naturellement, le lit de camp
sur lequel je suis allongé, c'est une baignoire. C'est une baignoire, et je suis dans la baignoire. Et tout d'un coup, il y a ce couteau de 70 cm qui me fond dessus. Bon, voilà, c'est la manière dont je parle, là aussi, c'est la manière dont ça a été écrit, c'est une espèce de fluidité. Et moi, je croyais à tout ça, je croyais à dur comme fer que j'avais été agressé par Charlotte Corday dans ma baignoire. Donc, vous l'avez rappelé, ce livre est parfois un peu irrévérencieux pour Picasso. Vous vous rappelez que c'est un homme qui aimait faire pleurer les femmes, par exemple. C'est un homme qui est arrivé en France avant ses 20 ans, exilé, et qui, depuis la France, a vu son pays natal ravagé par la guerre civile. Est-ce que ce parallèle entre vos destins vous rapproche? Est-ce que c'est quelque chose qui vous le rend familier, en tout cas? Oui, certainement. Certainement, j'ai pensé à ça, bien sûr. Et, sauf que 10 ans, c'est énorme. Hein. Moi, je suis arrivé à l'âge de 10 ans, et lui, à l'âge de 20 ans. Il y a beaucoup de choses qui changent en 10 ans, dans cette période-là, surtout, dans cet espace-là. Mais effectivement, c'était pas troublant, mais je me suis dit, voilà, on est sur la même logique. Et c'est pour ça que, finalement, le sujet aussi, peut-être principal, presque, même s'il se révèle vers la fin, surtout c'est la création et les engagements, l'engagement de l'artiste. Et quelque part, on s'est engagés tous les deux sur nos expériences, parce qu'on ne peut pas, quel que soit d'ailleurs le domaine dans lequel on s'engage, ou même si on ne s'engage pas, si on ne s'engage pas, c'est pour diverses raisons de blocage, je ne sais quoi, mais en tout cas, ce qu'on a vécu est profondément déterminant, et profondément, et donc dans le cadre d'artistes, ça sort évidemment, ça sort chez le musicien, ça sort chez le sculpteur, le peintre, le dessinateur, l'auteur, l'écrivain. Et ça, c'est le... Donc voilà, c'était comme une confirmation de plus que j'étais sur la bonne voie. Donc je me disais, voilà, tout ça, personne ne peut m'en vouloir, et surtout pas Picasso. Il y a cette phrase que j'ai notée, c'est page 35, que je trouve magnifique, et qui dit quelque chose justement des racines de la création. Une violence historique du dehors aurait provoqué une violence hystérique du dedans. Vous parliez tout à l'heure du rapport entre le dehors et le dedans, qui est un fil rouge de tout ce livre. Est-ce que justement c'est là aussi où se trouve une clé des racines communes de la création entre Picasso, vous et même Goya, dont on a parlé avec les tableaux qu'il a pu faire autour de la conquête de l'Espagne par Napoléon? Oui, je pense que là on est liés, et tous les artistes, la plupart des artistes sont liés par l'époque dans laquelle ils vivent et de la manière dont ils le vivent et de l'endroit d'où ils viennent. Mais en tout cas, je pense que c'est un des moteurs, c'est la réaction à la violence, à la politique, au système des dictatoriaux, etc. L'artiste est confronté à ça. C'est peut-être les femmes qui sont moins sujettes à cette... Leur création, elle se fait aussi en réaction aux hommes, par la place qu'elles n'ont pas. C'est pour ça que ça m'amusait aussi d'avoir Dora Maar et de la mettre photographiée, de la mettre au même niveau que nous trois. Voilà. Mais en tout cas, effectivement, c'est une des constantes dans l'histoire de l'art, c'est que l'artiste, aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui, avec les réseaux suraccélérés du numérique, à tous les niveaux, je me demande où va se nicher l'artiste. Ça va devenir très problématique pour l'artiste. Hein. Déficit de transmission, enfin, c'est pas le sujet de ce soir, mais en tout cas, c'est un vrai problème. Je pense qu'on sent déjà une forme de régression sur le plan culturel qui me terrifie, en fin de compte. Hein. Mais dans toutes ces périodes normales, avant l'avènement de ce numérique, l'artiste, c'était celui qui montrait, qui désignait, qui interrogeait, qui peignait, il ne photographiait pas. La photo est arrivée, c'est devenu un art, bien sûr, mais en tout cas avant, l'artiste était celui qui montrait, qui faisait réfléchir et qui amenait à des sujets sur la table. Et donc il avait une fonction de guide. C'était un peu un éclaireur, quelqu'un qui regardait. Donc je pense que toutes les époques, elles sont... En fait, l'histoire des artistes s'est répétée. À toutes les époques, on a tous fonctionné de la même manière. Sauf peut-être dans les grottes de Lascaux, on en parlait tout à l'heure hors scène, en tout cas. Voilà, c'est le premier musée. Voilà, et le
musée, l'artiste a travaillé dans le musée, il a fabriqué le musée sans le savoir, mais en tout cas il a exprimé quoi? Il a exprimé simplement sa vision, sa vie. Les sociétés n'étaient pas encore constituées, mais c'est la constitution des sociétés qui va amener l'artiste à devenir quelqu'un d'engagé et d'important et de primordial, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. L'artiste est quelqu'un qui est devenu un élément un peu secondaire, malheureusement, hein. Évidemment, malheureusement. Ce n'est plus lui qui éclaire. Ce qui éclaire, c'est l'effrayante accélération du néant numérique, des réseaux sociaux. On consomme rien, on regarde, on voit pas. Mais c'est un autre sujet. C'est une autre nuit dans un autre musée. Et celui-là, je préfère ne pas y aller. Ou alors, je m'en sers beaucoup quand même. Ça, il m'inspire énormément. Je voudrais qu'on revienne sur cette question du dehors et du dedans, que je disais, qui est un fil rouge. Pourquoi est-ce que cette question, justement, de la création, du rapport entre le dehors et le dedans, s'est imposée comme un des motifs majeurs de ce livre? En fait, c'est pas... Un livre comme ça ne se prémédite pas. Alors, déjà... Pour moi, je ne m'attendais pas du tout à faire un livre comme ça un jour. C'est un accident absolu, donc merci Alina. Allô Enki, est-ce que tu accepterais de... Oui, pourquoi pas. Et donc c'était pas prévu, ça a totalement chamboulé une partie de mon année, à tout point de vue. Je ne m'attendais pas à faire des médias à ce niveau-là, enfin bon bref, c'était pas prévu. Et de la même manière, lorsque je me dis je vais écrire, je vais commencer, parce que je me suis engagé, en fait c'est cette première phrase que vous avez lue tout à l'heure. C'était une façon de me dire vas-y. Mais c'est pas moi forcément qui me dire j'y vais. Il fallait que quelqu'un me prenne par le col et me pousse dans ce musée. Propulse, vous utilisez propulse, me pousse, c'est trop. Parce qu'il y a un mot mécanique. Absolument, propulse, voilà, je suis propulsé. Et très vite d'ailleurs arrive la notion de sensorialité, l'olfactif, etc., qui sont des éléments très importants pour moi. Je pense que c'est fort, enfin, pour moi c'est important que ça donne une espèce de matière, une couleur, à tous les niveaux sensoriels donc. Et c'est cet élan donné par cette propulsion qui va déterminer la suite. C'est-à-dire, je suis propulsé du dehors vers un dedans. Et ça, évidemment, je ne l'ai pas oublié. Et lorsque j'en arrive à penser à nos processus de création, tout naturellement, le dehors m'apparaît comme cette matière, comme dans le liquide amniotique où on flotte, mais on flotte dans un dehors. Et le dedans, il est préservé. Et le dedans, il faut bien qu'il existe à un moment. Et il va exister en rapport et en conscience de ce qu'est ce dehors. Le dedans va exister en fonction de ça, de ce qu'il ressent, de ce qu'il sent. La sensorialité arrive de nouveau. Et tout naturellement, je me dis que la création, c'est cette histoire-là. C'est l'histoire d'un individu qui est entouré par un dehors qui est social, politique, géopolitique, maintenant numérique, culturel, et que ce dedans, il réagit à ça, il subit ça, il se nourrit de ça, et il le digère, etc., et d'une manière ou d'une autre, il le recrache. Et à ce moment-là, je considère que tout simplement, j'ai trouvé la seule et vraie définition de la création et de l'art. J'ai la prétention de le dire, parce que ça me paraît trop évident. Voilà. Et je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir dit, d'autres l'ont dit de manière différente. Et puis je me dis, c'est parfaitement en rapport avec ce début. Je viens du dehors, et à la fin, je repars vers le dehors, je chassais du dedans, et ça me soulage. Donc c'est à la fois instinctif, c'est à la fois réfléchi, analysé, et c'est à la fois ludique. C'est très ludique en fait, ce livre ne se prend pas au sérieux. Ce que vous dites aussi des sens et la présence des sens dans ce livre, ça me rappelle le fait qu'il y a presque une forme de synesthésie dans le livre. Parfois, vous voyez le bruit des stukas.
on sent le bruit de la guerre, on sent qu'en tout cas tous ces éléments sont tout à fait présents et marquent la corporéité de votre personnage dans ce livre. Et c'est là où ça revient aussi à une autre question qui est celui de la présence des corps et de la représentation des corps. On sait que le travail de Picasso est un travail qui malmène, torture, déforme les corps. Chez vous, dans vos albums aussi, vous savez souvent un peu malmener les corps, même si les altérations ne sont pas toujours les mêmes, mais les corps que vous représentez sont aussi travaillés, sont aussi un peu altérés. Pourquoi est-ce que vous voyez un parallèle dans la façon dont vous représentez les corps? Et j'aimerais peut-être en profiter pendant que vous nous parlez de cela pour montrer quelques images, justement quelques dessins du l'homme qui fait pleurer les femmes, voilà. Dora Maar, tout le monde a reconnu Dora Maar, je pense. Qui pleure et qui perd quasiment ses globes oculaires. Alors celui-là, il hurle, il vocifère. Je fais un commentaire, c'est un dessin que Picasso, c'est un personnage que Picasso n'a jamais représenté, mais qu'il aurait pu représenter, parce qu'il était à l'origine de La Nuit des Longs Couteaux, donc c'est Adolf Hitler. Alors ça, c'est Charles Day, et donc ça, je suis réellement parti là d'un des dessins de Picasso, donc donc là, on comprend là évidemment toute la démesure, et c'est ce que j'aime chez Picasso, c'est que c'est à ce moment-là, il commence à mettre en place, c'est-à-dire à démettre pratiquement les éléments d'un visage humain. Alors, le cheval, alors là, c'est important aussi, les animaux donc sont très importants dans ce livre, parce qu'il y a le cheval, il y a le taureau évidemment, il y a le minotaure aussi, qui lui est plus tordu, mais alors effectivement, vous parliez tout à l'heure de ces étranges associations de mots, le terme technique étant synesthésie. Synesthésie, voilà. Des choses me viennent sous la plume et je les garde, parce qu'en général on ne fait pas dans un roman normal, si on dit mammifère, mammifrère, bon, mammifère, mammifrère, on se dit c'est pas terrible dans un roman normal. Mais là ça avait du sens, c'est une évidente association et c'est parfait. Je dis parfait parce que pour moi on peut ne pas aimer, mais en tout cas c'est ça. Et ce petit livre en fin de compte, et c'est une énorme dose de liberté, et je suis très, très heureux de l'avoir fait parce que ça m'a fait personnellement beaucoup de bien. Et ça m'a conforté dans l'idée que j'adorais l'écriture, j'adorais les mots, que je n'ai jamais nié. Ce que j'ai fait dans certaines bandes dessinées, qui m'ont d'ailleurs éloigné, et qui m'ont rejeté. Le monde de la bande dessinée m'a rejeté à un moment avec le Sommet du Monstre, avec tous ces cycles que j'ai fait entre 97 et 2012-13. Vraiment, hein, je ne correspondais plus au canon, je faisais des trucs abscons, on ne comprenait pas, les critiques disaient il est devenu fou, il se prend pour je sais pas qui. Non, il prenait du plaisir à concevoir, à écrire et à questionner l'art et à se mettre en danger. Voilà. Et ça, ce livre, c'est un peu le fruit de cette maturation qui est passée à travers des albums dits de bande dessinée, mais qui n'en étaient plus. Il y a cette question justement sur ces animaux. Il y a une animalité latente qu'on a pu perçue chez Picasso. Il y a évidemment le Minotaure. Alors je crois on pourra peut-être revenir sur celui-là plus loin. Je voudrais juste revenir sur le Minotaure qui est ici. Le Minotaure, moi, m'a rappelé le dieu russe dans la trilogie Nicopole. Moi pas, c'est marrant, mais non, j'ai pas pensé franchement. Mais cette présence, en tout cas, d'une forme de mythologie qui habite le monde, le quotidien. Cette idée que, d'une certaine façon, ces dieux animaux sont parmi nous. Pourquoi est-ce que justement ces figures animales sont si importantes pour lui et pour vous? Est-ce que c'est la même conception, en tout cas, la même approche? Je ne pense pas que ce soit la même approche. Alors, la même approche sûrement, quelque part. C'est une forme de sensibilité de l'humain, mammifère. Hein, on est mammifère, moi je me sens animal, d'une certaine façon, je le suis d'ailleurs. Il y a un aspect très culturel chez Picasso, je pense. Hein, c'est l'Espagne, c'est le Corée, voilà, la corrida qui est une évidence, et puis ça fait partie de ses matières premières de peintre. Bon. Donc moi je ne suis pas sur cette longueur d'onde, mais on se retrouve sur l'idée que un humain, c'est un animal qui a évolué. Certains ont dit, à juste raison, c'est un mammifère qui a trahi. J'adore cette phrase. Et donc voilà, on se retrouve en traître à forcément devoir évoquer ceux qu'on a trahis. Voilà. Et l'animal, donc moi en plus je suis, dans ce livre, je suis le casting
le casting de Picasso pour son Guernica. Et donc dans son Guernica, il y a un taureau, un cheval, des femmes qui pleurent, qui hurlent, qui se jettent par des fenêtres, un soldat mort, enfin bon bref. Et tout ça, finalement, c'est une espèce de... Il y a une théâtralité aussi là-dedans, et finalement, à un moment, je parle du tableau qui est gigantesque, hein, qui irait d'un bout de la scène à l'autre. Je parle de côté jardin et côté cour, comme au théâtre. Donc il y a cette notion-là. Et finalement, ce livre, c'est un peu une espèce de petite mise en scène théâtrale de l'art de la création, avec tous les ingrédients qui composent, quoi, avec les artistes qui s'agitent au milieu et qui ont leurs égos aussi, hein, forcément. Donc on sent que Picasso admire Goya, mais on sent que, en même temps, que Goya méprise peut-être un peu Picasso. Il y a une phrase, c'est page 52. Alors, page 52, c'est une page où ces trio d'artistes, Picasso, Goya et Dora vous enjoint à participer au tableau, et ils vous disent à l'unisson « montre ». Et alors, c'est tout à fait vrai. La première fois que j'ai lu la phrase, j'ai pas lu montre, j'ai lu monstre. Est-ce que c'est un simple C'est pas une coquille, j'espère, non? Non, pas du tout, j'ai relu après. Est-ce que c'est un simple accès de dyslexie de ma part, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus ou moins inconscient dans la relation entre ces deux mots? C'est la même racine. Je n'ai pas pensé à ça. Le monstre, c'est celui qu'on montre, justement. Est-ce que justement ce rapport au monstre est aussi intéressant dans la monstruosité de l'œuvre qu'est Guernica? Oui, mais alors là, je suis un peu troublé parce que j'ai pas du tout pensé que les deux pouvaient. Mais c'est bien, ça veut dire que vous étiez bien dans le bouquin, même au-delà. Même au-delà, ce qui me fait plaisir. Il y a la monstruosité dans Guernica. Qu'est-ce qui est monstrueux dans Guernica? Je pense que c'est le sujet laid, mais c'est pas ça. Enfin, c'est pas ça qui est terrible ni émouvant. Je pense que c'est plutôt le style de Picasso qui a du mal à se mettre en place, c'est mon sentiment, hein, sur un espace aussi gigantesque. Et ça, c'est ce que moi je sens, c'est ce que je ressens, et là je pense qu'il a énormément souffert à faire cette commande. Il s'est engagé là-dedans, et ça a dû être extrêmement dur. Et donc ce qui est monstrueux, c'est d'affronter à ça, et d'avoir réussi finalement à faire une composition qui tienne réellement. Parce qu'il s'est servi de découpage, pour marquer, parce qu'évidemment il n'y avait pas à ce moment-là Photoshop. Et donc tout est fait à la main, tout est fait avec des escabeaux, des échelles, avec Dora qui est là, qui photographie et qui dit non, plus à gauche, plus à droite. Bon, bref, on est dans quelque chose de monstrueux, c'est-à-dire que la dimension est monstrueuse, le sujet est monstrueux parce que simplement c'est de la violence des hommes, bon, mais en soi c'est pas nouveau ça. Et donc c'est je trouve que finalement, ce petit livre, il fonctionne bien parce que ça aussi, il y a cette dimension-là. Et j'en parle peu de ça, je parle peu du sujet lui-même, hein, je parle très peu du tableau, mais parce que je pars du principe que tout le monde connaît, et puis surtout, il y a un avertissement au début du livre qui dit prenez à disposition une production en bonne qualité. Reproduction de Guernica, et y compris peut-être une ou deux œuvres de Goya, etc. Le meurtre notamment, que peu de gens connaissent, et que je ne connaissais pas. Voilà, donc c'est un peu en fait, tout s'enchaîne quelque part. Moi, évidemment, lorsque je dis tout ce que je dis sous le feu nourri de vos questions, je ne l'avais pas imaginé ou je ne l'avais pas prémédité, mais c'est ça, en fin de compte, je me rends compte que tout est cohérent. Mais quand ils vous disent montre, vous montrez vos monstres. Puisque ce que vous dessinez, c'est des portraits de Marx, Lénine, Staline et Mao. Ouais. À ce moment-là. Façon de poursuivre ce que la dénonciation qui avait été faite par Goya des crimes de Napoléon et par Picasso des crimes de Mussolini, Hitler et Franco. C'est une façon de dire, en toute humilité, regardez, moi aussi je suis comme vous. Je suis animé, je suis mu par les mêmes thèmes, par les mêmes remords, les mêmes cauchemars.
produit par des hommes. Voilà, moi je n'ai pas vécu. Je fais partie de ceux qui n'ont pas vécu la guerre. Moi je vis juste un Covid. C'est ma guerre à moi. Donc on en parlait aussi le premier jour, quand je suis sorti, j'avais peur qu'un sniper, c'est-à-dire un virus, me tombe dessus. Et je pensais immédiatement au sniper de Sarajevo, et là je rigolais évidemment beaucoup moins. C'est ça en fait. Donc on est dans cette histoire où l'artiste est en fin de compte un homme qui exprime ses peurs et ses doutes. Vous avez cette phrase, c'est page 77, que je trouve très belle, cette expression. Vous décrivez l'âme noire des victimes des fantasques sociétés humaines. Et que c'est le fil rouge qu'il pouvait avoir. Vous parlez tout à l'heure, vous avez utilisé le mot de transmission. Et j'ai l'impression aussi que ce livre parle de cela. Que d'un artiste à l'autre, c'est une question de transmission. Non seulement d'une transmission des thèmes et des écoles picturales qui ont pu avoir lieu, mais aussi des sentiments qui ont pu émerger avec leurs œuvres. Je pense que c'est au-delà d'œuvres picturales qui nous unissent tous les quatre. Hein, c'est l'artiste. Et effectivement, quand je dis que j'ai peur pour l'art aujourd'hui, dans ce qui se prépare, j'espère bien que ceux qui vont pratiquer des formes d'art qu'on n'imagine même pas, à base peut-être de numérique, à base d'hologrammes, à base de la vidéo déjà produit des choses extrêmement intéressantes et passionnantes et fortes. Donc je pense que c'est le rôle de l'artiste de transmettre. Cette transmission, elle est là. Et quand je parle de déficit de transmission, il y a évidemment celle-là qui est celle de la culture en général, parce que malheureusement la culture n'est plus réellement transmise. Et même elle est en rupture totale, la culture, et même plein d'autres choses qui avant étaient peut-être le civisme, l'éducation, tout ça pour diverses raisons, mais qu'on peut expliquer, que les spécialistes expliquent très bien, mais qui sont liées notamment à cette révolution sanglante qu'est le numérique. On ne se rend pas compte, c'est addictif, on y participe tous, moi le premier, mais c'est d'une grande violence, parce que ça crée des ruptures énormes qui sont dues simplement au temps. Le temps passé avec cet outil est un temps qui est enlevé à la transmission, à la digestion, à la lecture. Les quotidiens papier vont disparaître. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de lecteurs et qu'on va se contenter de 3 lignes. Alors, bientôt, on va se contenter de l'information des réseaux sociaux seuls. Donc, on est dans quelque chose de très violent et qu'il va falloir essayer de contenir. Vous déplorez dans ce livre la cécité de ceux qui ne voient pas le monde régresser. Est-ce que justement c'est de ça que je parle. Ces œuvres vous parlez justement cette régression, notamment culturelle. Et oui, je parle de ça, oui, absolument. Et donc ça va à tous les niveaux. Hein. Ça va aussi bien au niveau politique, idéologique, qu'au niveau culturel. Et tout ça, évidemment, pour l'instant, au nom du profit. Donc ça, c'est une grande évidence. Et oui, quelque part, et aussi une forme d'idéologie pavlovienne politique. Et c'est là que j'envoie évidemment une petite salve à Picasso en disant que je pense comme il n'a pas trop vu, il a eu du mal à voir, comme beaucoup de ses amis communistes au XXe siècle, qui a été vraiment Staline. Donc c'est une petite vacherie que j'envoie à Picasso. Mais par exemple, est-ce que vous savez cette histoire qui est assez jolie, assez drôle ? Je ne l'ai pas mise dans le livre parce que je l'ai apprise après seulement et je regrette. C'est qu'effectivement, il n'a jamais dessiné de portrait de Hitler, mais il a fait celui de Staline. Alors, il a fait celui de Staline à la demande d'Aragon, qui était son ami, qui est venu lui dire, écoute, le Parti communiste serait très touché, fier que tu fasses le portrait de ce grand homme magnifique qui vient de nous quitter. On était en 1953 et Staline venait de mourir. Donc ce grand homme magnifique que le Parti communiste voulait honorer était confié au talent de Picasso. Picasso dit oui, d'accord. Et il fait un dessin de Staline, vous pouvez aller le voir sur Internet, qui ne ressemble pas à Staline, surtout parce que Staline est jeune, il le représente jeune,
et il n'a pas la moustache dans le bon sens. Enfin, c'est pas le Staline qu'on connaît. Donc, moi, le premier, je me dis, mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Et évidemment, le Parti communiste, il dit, mais c'est une horreur ce qu'il vient de nous faire, c'est pas possible, il a trahi l'esprit de notre homme magnifique, etc. Et du coup, le dessin a été refusé. Voilà. Donc ça, c'est la petite histoire. Mais en tout cas, le réveil, Picasso se réveillera plus tard, je pense, en comprenant ce qu'avait été finalement ce communisme qui promettait tant. Moi, je suis le premier à penser que Marx a été trahi. On peut le revisiter, mais je pense même aujourd'hui. Hein. Je voudrais revenir sur le lien entre bande dessinée et art contemporain. Vous avez évoqué un tout petit peu tout à l'heure, justement, la façon dont peut-être le monde de la bande dessinée n'avait pas toujours compris ce que vous faisiez à l'époque. Aujourd'hui, le musée Picasso, actuellement, accueille une exposition sur Picasso et la bande dessinée. Je me demandais si vous l'aviez vu, cette exposition. Malheureusement pas encore. Non, non. Mais que vous inspire J'ai reçu le catalogue que j'ai malheureusement pas eu le temps de regarder non plus, mais enfin bon, je suis... Qu'est-ce que vous inspire justement le fait qu'aujourd'hui, la bande dessinée fasse par exemple son entrée dans le musée Picasso pour essayer de faire se converser la bande dessinée et l'art contemporain? Est-ce que ce sont deux arts voisins ou est-ce que ce sont des... Au contraire, c'est quelque chose qui... Pour moi, la bande dessinée fait partie de l'art contemporain. Voilà. Pour moi, je ne comprends pas où est le débat, mais effectivement, le débat, il vient du fait que l'art contemporain se croit au-dessus et méprise la bande dessinée. Bon. Moi, je méprise toute une partie de l'art contemporain, mais très très fortement. Je ne vais pas citer de nom, mais ni les industries qui les accompagnent, mais voilà. Donc, c'est cette espèce de sectarisme et de malhonnêteté intellectuelle. C'est le problème de l'art contemporain. Voilà, ils ont en main de gens qui sont pas forcément propres, j'en sais rien. Ils sont pas lucides, voilà. Mais non, en ce qui concerne Picasso et cette exposition, en tout cas, elle est naturelle et normale, parce que Picasso, je ne le savais pas, mais adorait et aimait la bande dessinée. Il avait fait d'ailleurs quelques travaux, etc., qui c'est merveilleux, magnifique. Donc c'est quelque chose qui va tout à fait ensemble avec Picasso. Donc pour moi, cette exposition a tout à fait sa place et est liée au nom de cette filiation, parce qu'il y a des artistes qui n'aiment pas la bande dessinée, d'autres qui l'aiment. Je ne comprends toujours pas que la seule bande dessinée qui soit Liechtenstein. Qu'on m'explique. Bon, si c'est pas une posture, bon, peu importe. Donc j'ai rien contre Liechtenstein, mais c'est absurde. Donc moi j'ai eu affaire, ça et tout. Vous pouvez faire venir tous les auteurs de bande dessinée les plus connus. On est un certain nombre en France, la bande dessinée française quand même. On a tous connu des moments de gêne, y compris aux Beaux-Arts, à droite, à gauche, de mépris de jeunes artistes qui ne savaient pas tenir un crayon, mais qui nous méprisaient parce qu'on faisait de la bande dessinée. Et ça, c'est quelque chose qui reste un tout petit peu encore. Est-ce que ça change quand même le fait que justement il y a de plus en plus de grandes expositions, de rétrospectives qui soient faites de... Oui, non, mais bien sûr, ça c'est évidemment des choses, le temps fait son œuvre. Mais c'est une question d'esprit, quoi, tout simplement, de fermeture ou d'ouverture d'esprit. Quand je dis que la bande dessinée fait partie de l'art contemporain, c'est parce que moi j'ai une ouverture qui me dit qu'effectivement, alors il y a de la bonne bande dessinée et de la très mauvaise bande dessinée. Mais il y a du très bon art contemporain et du très mauvais aussi. Et puis voilà. Donc donc c'est pas une question donc simplement il faut pas hiérarchiser, il faut laisser les choses. Et puis de toute façon l'art contemporain c'est comme une affaire de gros fric, de gros sous, c'est uniquement ça. Vous-même vous êtes exposé en ce moment à Landerneau, au fond Hélène-Édouard Leclerc. Ça reprend des dessins, des toiles, des films, des écrits. Ouais. Qu'est-ce que cette exposition dit de vous? Quelle est l'histoire pour vous que cette exposition raconte? Je pense qu'elle définit un peu mon parcours. Tout ça, c'est effectivement... On peut parler de cinéma, c'est très transversal, il y a de la peinture, du dessin, de l'écriture, de l'installation, mais en même temps c'est la même personne qui a conçu ça, donc c'est une espèce de forme de liberté. Donc ça dit ça de ce que je suis, en fin de compte, d'un parcours artistique, d'artiste libre. Je tiens à ce mot-là, vraiment, et qui a eu la chance d'être suivi, d'être compris par une grande partie de personnes. Il y a beaucoup, y compris dans les médias prescripteurs, qui souhaitent que je reste dans la bande dessinée. Donc même cette exposition, ils sont allés la voir et ils disent que c'est de la BD. Ils n'ont vu que ça.
Bon, moi je repérais des lunettes, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça reste, ça, ce que je disais tout à l'heure, une espèce de mépris continue à exister chez certains médias. Mais l'art contemporain ne peut pas échapper à l'art qu'a produit la bande dessinée, qu'elle produit encore. C'est quelque chose de totalement incontournable, ça fait partie de la vie, de la création. C'est une exposition aussi qui montre les échos justement entre votre travail et celui d'artistes précédents. Alors il y a Bacon, d'ailleurs que vous évoquez dans Nu avec Picasso, qui est là, Gustave Doré, Dürer et quelques autres encore. Quels sont, je me suis demandé si j'allais passer demain la nuit à Landerneau, dans cette exposition justement, quels sont ceux, les fantômes ou en tout cas ceux qui habitent cette exposition qu'on allait rencontrer. Alors, il faut que je dise quand même cette exposition, parce que là, elle est quand même le fruit d'une proposition du commissaire de l'exposition, qui est Serge Lemoine, qui est un grand spécialiste de l'art contemporain, de l'art ancien. Et c'est son idée, ça a été son idée, évidemment. Moi, j'aurais pas eu cette idée de me dire, je vais convoquer Bacon, Dürer, Doré, etc. Et ça, c'est son idée, c'est de mettre en perspective, en résonance, mon travail, pour précisément suggérer et dire ce qu'on vient de dire ce qu'on dit depuis tout à l'heure, cette transmission, finalement. Donc, il y a et c'est pour ça que j'étais aussi, comment dire, on va dire agressif envers l'art contemporain, c'est qu'il refuse cette idée de transmission. Voilà. Quand c'est congénital, c'est pas très beau. Hein. La transmission congénitale, ça va pas loin. Donc, il faut qu'il fasse attention, il faut qu'il s'ouvre un tout petit peu. Et ça, c'est ce que dit cette exposition par cette idée de Serge Lemoine. Et donc, alors voilà, il y a des cinéastes aussi, évidemment, qui sont convoqués par rapport aux thèmes qu'on partage. Je suis pas forcément d'accord avec Serge Lemoine, c'est intéressant nos discussions, mais en tout cas, vraiment, tout ce qu'on montre là a une forte filiation avec moi, et c'est quelque part aussi, ce sont mes inspirateurs, évidemment. Et donc, je pense que il faut aller voir l'expo et puis se faire son casting au milieu du casting de Serge Lemoine. Et d'ailleurs, votre travail autour de Guernica, une partie de ce travail est exposée dans cette exposition. Avec une installation où effectivement il y a des témoignages, des modèles. Alors les modèles sont dans le livre, hein, mais les textes ne sont pas dans le livre. Donc j'ai écrit ces textes, et donc chacun des modèles, dont moi, le cheval, qui s'appelle Aquilino, le taureau. Ça c'est la dame au vase. Ça, c'est moi avec les cheveux. J'ai posé pour le soldat mort qui est en bas à gauche du tableau, parce que si vous voyez le tableau, donc j'ai eu du mal à marcher pendant plusieurs jours. Après, j'étais complètement déformé. Picasso m'a fait prendre des positions absolument incroyables. Bon, donc ça, c'est assez ludique, et il y a des voix qui commentent, qui racontent l'expérience, avec notamment la voix de Dominique Blanc, qui fait la femme, la comédie française, qui fait la femme qui a été obligée de tendre son cou de manière telle qu'elle en souffre encore. C'est la femme avec le bébé, la femme avec le bébé dans les bras. Tiens, dans le bras, ouais. Une dernière question peut-être avant de conclure cette rencontre. Justement, je voudrais revenir sur l'écriture. Vous aviez écrit les textes pour cela. Quand on lit ce livre, on est saisi justement par votre écriture, par l'usage que vous faites des mots, par un sens du rythme notamment, qui est très fort, qui est justement quelque chose qui est dans l'urgence, mais totalement maîtrisé. Et je me suis demandé justement ce que l'écriture de ce livre a changé dans notre rapport à la littérature, rapport à l'écriture. Alors, c'est quand même ce livre donc, qui est un peu le condensé de ce qui se préparait dans mes livres dont j'ai parlé tout à l'heure, Sommet du monstre, Animals, Julia et Rome, etc. Où il y avait beaucoup d'écrits. Et je sais que cette écriture-là, je l'ai conçue. En fin de compte, je pense que j'ai conçu cette écriture parce que j'étais confronté à des dessins. Et il fallait faire un choix entre ce que disent les mots et que dit le dessin. Et cette espèce de permanente, c'est passionnant à faire ces bouquins. C'est pour ça que je les assume à fond, même s'ils n'ont pas été compris, d'autant plus d'ailleurs peut-être, parce qu'ils n'ont pas été compris. Justement, je sais à quoi ils m'ont servi. Et donc c'est là que ça s'est forgé cette envie d'écriture, et s'est forgé ce type d'écriture. Parce l'écriture a été confrontée en permanence
à l'image. Et que dit l'image? Et qu'est-ce que je fais dire à l'image? Et qu'est-ce que je fais dire au texte? Est-ce que dans l'image, là, si je garde cet élément, qui me plaît pourtant, je ne vais pas être obligé d'enlever une phrase, parce que ça va être redondant. Et très souvent, vous ne croirez peut-être pas, mais j'ai enlevé le bout d'image pour laisser la phrase. Et ça, c'était quelque chose de fascinant sur 3, 4 ou 5 albums, hein, donc c'est pris beaucoup de temps dans ma vie, finalement, c'est quelque chose que... Et quand je dis que c'est là que se trouve mon œuvre d'artiste contemporain, c'est dans ce travail-là. Alors, évidemment, le milieu de l'art contemporain ne l'a pas vu, parce que c'est de la BD, donc c'est méprisable, ça ne se regarde pas. Et le milieu de la bande dessinée n'a pas vu non plus, parce qu'il dit que ce n'est plus de la BD. Bon, je suis ravi que le milieu de la littérature aime ce livre. Est-ce que ça vous a convaincu de répéter l'exercice, en tout cas d'écrire un livre, y compris peut-être un livre sans images du tout, un jour? Mais moi j'étais donc prêt pour le vivre sans images, mais donc je suis fier de celui-là, ravi de l'avoir fait comme ça. Alors évidemment, répéter l'expérience de l'écriture, oui, mais pas sous cette forme-là. On ne peut pas faire 2 fois. Si je fais 2 fois, ça ne va pas le faire et ça ne me plaira pas. Donc l'idée de l'écriture, elle va suivre son chemin. J'aime toujours écrire et je continue à faire quand je suis en train de travailler sur Bug, le 3e volet, l'écriture, il y a sa place, même si elle est différente. Elle est plus classique, plus informative. C'est une bande dessinée moins, on va dire, pas moins ambitieuse, mais aussi moins expérimentale en tout cas. Bug, dont on attendra à la fois donc le troisième volet et l'adaptation prochaine à l'écran. Merci beaucoup Enki Bilal. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. Une grosse vingtaine de minutes pour procéder à une séance de dédicace juste à la sortie. Si vous souhaitez vous faire dédicacer, Nu avec Picasso, je le rappelle, dans la collection Manu au musée chez Stock. Merci encore, je vous souhaite une très bonne soirée.